Bonsoir tout le monde. Vous me dites si le micro ne va pas. Merci, je suis vraiment très contente d'être là ce soir. Merci de l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir là, de présenter ce livre, donc d'ailleurs, ce livre, qui est le fruit de plusieurs années de travail, il faut dire. Donc c'est un projet qui a mobilisé plusieurs partenaires, donc évidemment l'association André Léo, pour commencer, qui a été initiatrice du projet, qui a su convaincre les partenaires autres, notamment universitaires ici à Poitiers, et réunir les possibilités matérielles de la publication. Je voudrais aussi signaler, en commençant, tout ce qu'on doit à Jean-Pierre Bonnet, ici présent, qui a accompli l'énorme tâche je trouve plus le mot juste, d'établissement du texte, parce que il a fallu rassembler des archives, des sources, et il a vraiment accompli une partie considérable du travail éditorial, donc jusqu'à la fin des corrections, des dernières corrections. Donc sans lui, rien n'aurait été possible. Donc c'est vraiment un projet de longue haleine. Et beaucoup d'autres personnes aussi y ont contribué. On ne peut pas remercier tout le monde ici. Elles sont remerciées en principe dans le livre. J'ai vraiment été très contente de collaborer à ce long projet et riche projet qui nous a permis donc de publier pour la première fois sous forme de livre une fiction qui est parue sous forme de feuilleton il y a environ 150 ans. Alors, c'est un ouvrage qui contribue bien sûr à une meilleure connaissance d'André Léo en tant que romancière, en tant que femme engagée, mais qui s'intéresse aussi à tous ceux qui s'adresse aussi à tous ceux qui s'intéressent à la littérature, à l'histoire du XIXe siècle en général, et plus particulièrement à l'histoire des mouvements d'émancipation. Alors, c'est un roman assez foisonnant, assez épais d'ailleurs. On pourrait passer des heures à en parler. Il y a beaucoup de choses à en dire. Donc je vais essayer d'être synthétique. Il y a notamment beaucoup de choses aussi à en dire au point de vue de l'analyse littéraire. Alors ça, c'est pas trop mon point fort. Donc s'il y a des littéraires dans la salle ou l'occasion de discuter avec des spécialistes de littérature divers et variés, ça serait très intéressant. Je vais essayer de me contenter, de me recentrer sur ce qui m'a touchée, moi, le plus dans ce feuilleton, c'est-à-dire la démarche qu'André Léo annonce au tout début du roman. Je vous cite une de ses premières phrases. Elle dit il s'agit de résumer les instincts, les idées et les passions de la période de temps où vécut Jean-Baptiste Bravefort, donc les 3 premiers quarts du XIXe siècle. Donc, c'est une annonce qui est à la fois très ambitieuse et assez vague, mais qui se traduit de 2 manières. Donc, d'une part, André Léo se lance avec Bravefort dans une étude de mœurs, qui va lui permettre de mettre au jour tous les mécanismes de domination sociale et particulièrement la domination des femmes par les hommes et la domination du prolétariat par la bourgeoisie. Et elle montre de ce point de vue tout le rôle aliénant des normes, des conventions, des préjugés, et comment l'assujettissement des individus à ce système idéologique, qui repose en grande partie sur ce qu'elle appelle la force de l'habitude, cet assujettissement paralyse tout progrès social et politique. Donc ça, c'est le premier axe, vraiment un des axes forts du roman. Et l'autre chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que Bravefort est un roman historique et qui revisite le passé du XIXe siècle en fonction des enjeux, bien sûr, du moment où André Léo écrit, c'est-à-dire les années 1868-70, et un moment où la lutte des classes joue un rôle central. Et donc c'est important pour André Léo, à travers ce roman, de faire revivre la mémoire des vaincus de 1832 et de 1848 et de délivrer un récit historique qui est autre que le récit dominant, et ce, afin de préparer l'avènement d'une nouvelle société. Et on verra ensemble si on peut dire pour autant qu'il s'agit d'un roman révolutionnaire. Donc on laisse un petit point d'interrogation en suspens. En tout cas, il s'agit d'un texte très politique. André Léo décrit elle-même Bravefort comme un roman socialiste,
Toutefois, on peut ajouter d'emblée qu'il a probablement fait grincer des dents quelques militants, même de nombreux militants, qui revendiquaient cette appartenance, car le regard critique de l'auteur n'épargne pas les mouvements estampillés socialistes et le feuilleton a une coloration libertaire indéniable. Alors, avant de développer ces points, je vais commencer par présenter l'œuvre et son histoire, et puis peut-être commencer par présenter brièvement André Léo. Je ne sais pas si tout le monde ici est membre de l'association André Léo, ou s'il y a des personnes qui aimeraient en savoir plus. Qui n'est pas membre de l'association André Léo? D'accord. Qui ne connaît pas André Léo? Tout le monde connaît André Léo, non, presque. Donc rapidement, juste faire un petit rappel. N'hésitez pas aussi... alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Je n'ai pas l'habitude de parler. Ouais, ça va. Bon, super. Et si vous voulez poser des questions, demander des précisions, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Donc, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel. Voilà, j'ai essayé de faire une petite synthèse de tout ce qu'on sait en général sur André Léo, un petit rappel de ses dates, de son histoire familiale, de ses influences. Donc, on pense qu'elle a été sans doute... elle a peut-être reçu sa première éducation politique de son père, qui était un notable franc-maçon, à tendance donc républicaine. Bon, on n'a pas de source précise sur le sujet, c'est une supposition, mais qui paraît plausible. Ensuite, elle a été l'épouse de Grégoire Chancé, dont on sait qu'il appartient au réseau saint-simonien. Donc, il a fréquenté le Roux, il a participé à l'expérience saint-simonienne de Boussac. Donc, il a très certainement contribué aussi à cette culture politique d'André Léo. Et il lui a apporté certainement aussi des liens avec son réseau journalistique, puisque lui-même était journaliste. Et c'est avec... voilà, il l'a vraiment encouragé, en tout cas, on sait, dans sa pratique d'écriture romancière et journalistique. L'origine de son pseudonyme, voilà, ce sont ses fils, André et Léo, qui sont nés en 1853, qui rappellent évidemment aussi le prénom Léodile. Et puis, donc voilà, si on parle de sa troisième expérience, enfin de son troisième peut-être, je ne sais pas comment formuler ça, enfin bref, le troisième point concernant sa vie privée, on va dire, bien connue, donc on va dire elle a été la compagne de Benoît Malon, donc de 1870 environ à 1878, quand ils rompent, quand ils se séparent. Donc Benoît Malon, évidemment, bien connu comme internationaliste, et avec lequel elle va partir, elle va être en exil en Suisse et en Italie après la Commune. Voilà, et puis donc la fin de sa vie, les grandes lignes, ce sont donc son exil qui va la faire s'installer finalement en Italie à partir de 1879, où elle acquiert une propriété, elle se lance dans la culture d'agrumes. Et puis, voilà, elle revient en France épisodiquement. Elle s'installe en région parisienne, où elle meurt en 1900. Et voilà, et puis donc les différents mots-clés, mais que vous connaissez bien, donc en essayant de résumer au plus simple pourquoi elle est connue, donc en tant qu'écrivaine, romancière, essayiste, etc. Et politiquement en tant que démocrate, socialiste, féministe, ce qui l'a amenée donc évidemment à la Commune, c'est une des autres raisons pour lesquelles elle est connue, mais aussi son engagement féministe qui a été donc progressivement redécouvert et qui en fait une des grandes personnalités féministes de son temps. Voilà, c'est très rapide, mais je pense que le public étant ce qu'il est, voilà, c'est pas nécessaire de développer trop davantage. Mais pour ceux qui sont curieux, il y a à la table des livres, là, les actes des colloques sur la vie et les vies d'André Léo qui en disent beaucoup plus. Voilà, donc pour ce qui est d'André Léo elle-même, donc je vais commencer par parler du feuilleton en lui-même. Donc c'est un roman feuilleton. Qui dit roman feuilleton dit suspense, rebondissement. Donc ça se vérifie aussi bien concernant l'histoire du texte que concernant l'intrigue elle-même. Donc j'ai réalisé, en fait, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais jamais fait, en préparant cette conférence, que André Léo a publié presque tous ses romans et nouvelles
sous forme de feuilletons, au moins dans un premier temps. Et certains ont été édités en volume, mais pas tous, loin de là. Et c'est le cas du Père Brafort, donc, qui nous est parvenu uniquement à travers les journaux dans lesquels il est paru et avec de nombreux rebondissements. Donc l'histoire du feuilleton a été établie essentiellement par Jean-Pierre Bonnet, qui a donc une fois de plus réalisé un travail extrêmement minutieux. Et donc pour résumer là aussi l'histoire du feuilleton, je me suis dit que c'était plus facile de le visualiser comme ça de manière chronologique. Donc André Léo, on pense qu'elle a écrit à partir de fin 68, courant 69, et elle dépose le manuscrit de Jean-Baptiste Brafort, c'est le titre initial. Donc elle le dépose au journal Le Siècle au début de l'année 1870. Elle l'a écrit à un moment donné où elle était extrêmement active, alors déjà du point de vue de l'écriture. Donc on sait qu'elle a achevé son roman précédent à l'Inali, donc à l'été 68, et donc elle écrit ensuite La femme et les mœurs. Elle écrit aussi le feuilleton Sœur Rose et la comédie Marianne, donc dans ce même espace-temps, donc fin 68, début 70. Donc on n'a pas de renseignements précis sur quand s'achève l'écriture de l'un et quand commence l'écriture de l'autre. Mais voilà, donc elle est très très active à ce moment-là en tant qu'écrivaine. Et elle n'est pas que écrivaine non plus. Elle ne reste pas enfermée devant cette table. C'est aussi une période où elle s'engage énormément dans le mouvement des réunions publiques démocratiques à Paris. Elle organise une société de revendication des droits des femmes et elle publie en parallèle aussi dans divers journaux de tendance démocratique. Donc on a une activité extrêmement prolixe dans ces années 68-70 et qui correspond à une effervescence politique dans cette fin de Second Empire. Juste pour rappel rapidement, en 1868, il y a donc une libéralisation du régime qui entraîne la possibilité pour les démocrates donc, de publier leurs journaux, de publier leurs écrits, de se réunir. Donc on a un nouvel élan du mouvement démocratique, un nouvel élan de la gauche républicaine qui retrouve une visibilité, au moins dans les grandes villes, et surtout dans les grandes villes, mais un peu partout en France, et notamment grâce aux élections législatives de juin 1869. Et donc il se passe beaucoup de choses à ce moment-là, politiquement. Et étant donné qu'on voit la radicalité politique du Père Brafort, on se rend compte que pour André Léo, c'est sûr, les temps sont mûrs pour changer. Elle écrit d'ailleurs, au début 70, dans le journal républicain Le Rappel, nous sommes au commencement d'une nouvelle ère. Donc on voit bien qu'elle partage l'espoir général du mouvement démocrate de l'époque qui pense que vraiment le régime en a bientôt fini et que la liberté est proche. Donc le journal Le Siècle, qui prend le manuscrit, est un journal quotidien qui est destiné à la bourgeoisie libérale. C'est un journal qui, en cette fin de Second Empire, est en relatif déclin, mais il tire encore à 35 000 exemplaires. Et André Léo connaît plus particulièrement un rédacteur qui est Louis Jourdan, qui est un ancien saint-simonien, qui se classe parmi les démocrates de gauche et qui est sensible à la question des droits des femmes. André Léo collabore avec ce journal Le Siècle depuis 1864, puisqu'elle a publié donc, au total 3 feuilletons avant le Père Brafort. Donc à Jacques Galéron, que Le Siècle a publié en 64, qui est essentiellement anticlérical. En 1865, il publie, toujours d'André Léo, Un divorce, qui est une fiction qui nourrit le débat sur la possible légalisation du divorce donc à l'époque. Et en 1867, Le Siècle publie L'idéal au village, donc un roman dans lequel André Léo fait l'éloge de la liberté, de la justice. Donc voilà, le Brafort s'inscrit dans cette continuité. Et André Léo collabore aussi au Siècle pour des articles. Donc en 69, elle écrit pour Le Siècle différents articles sur des faits de société et notamment sur son association qu'elle débute, qu'elle organise à ce moment-là, donc pour les droits des femmes. Et en 1870, c'est au journal Le Siècle qu'elle collabore le plus, qu'elle donne le plus d'articles. Donc elle y rend compte de l'agitation démocratique de la période, elle y rend compte à partir de juillet 70 de toutes les questions soulevées par l'entrée en guerre.
Et après la chute du régime impérial, donc début septembre 1870, André Léo publie, donc toujours dans le siècle, de nombreux articles aussi pour appeler à s'organiser, à organiser des secours aux victimes de la guerre, à venir en aide aux paysans, aux ouvriers, etc. Et puis aux femmes, bien sûr. Donc voilà. Donc une grande activité avec le journal Le Siècle. Mais pendant tout ce temps-là, André Léo attend la parution de Brafort. Et donc elle a reçu une avance pour ce feuilleton, mais rien de plus. La guerre donc, de 70 interrompt la publication et tout la programmation des feuilletons. En l'occurrence, le feuilleton de l'époque, c'était La Fortune des Rougons de Zola. La programmation repart uniquement en mars 71, mais évidemment, la Commune bouleverse de nouveau la donne. La Commune va d'ailleurs bannir Le Siècle de Paris parce qu'il est jugé trop réactionnaire. Et après la semaine sanglante, lorsque André Léo, depuis sa cachette, tente de rassembler des fonds pour son exil, elle essaye donc de faire appel au Siècle, mais c'est en vain, car pendant tout le reste de l'année 71, Le Siècle refuse de payer ce qu'il lui doit encore, refuse de publier le feuilleton et refuse aussi de le restituer. Et finalement, coup de théâtre, ce sont les moscovites qui auront la primauté, la primeur de ce roman. Donc en effet, là aussi, Jean-Pierre Bonnet a pu reconstituer toute l'histoire. Donc André Léo a fui Paris en laissant beaucoup de papiers derrière elle, bien sûr, mais elle a gardé à Paris de nombreux amis, notamment son amie Pauline Prince, qui l'a cachée au moment de la répression. Et donc cette Pauline Prince récupère un brouillon du manuscrit, le fait adresser à André Léo qui est en Suisse, et André Léo réussit à le faire traduire en russe par un réfugié russe donc, qui est exilé également en Suisse. Et voilà, toujours est-il donc que c'est une revue moscovite qui s'appelle Bézieda qui publie Histoire d'un honnête bourgeois entre janvier et décembre 1872. Voilà. Donc pour le coup de théâtre premier, et puis nouveau rebondissement. En avril 72, Le Siècle annonce la publication de Brafort, du père Brafort, sous condition, puisque Le Siècle demande la suppression de certains passages. Et lorsque donc, le père Brafort paraît à partir de novembre 1872, donc il y a des modifications. Alors on ne connaît pas, on n'est pas sûr de l'étendue de ces changements par rapport au manuscrit initial. On sait que des passages concernant juin 48 ont été supprimés. C'est signalé d'ailleurs par une note de bas de page et puis par des pointillés dans l'édition, donc dans le journal. Mais on a la chance justement d'avoir pu retrouver le feuilleton, la traduction russe, donc le feuilleton, le journal russe dans lequel c'est paru, et d'avoir pu faire retraduire donc, du russe au français les passages qui avaient été supprimés, donc qui concernent juin 1848. Donc on a pu les réintroduire dans l'ouvrage, donc c'est encore un intérêt de plus de cette édition. Voilà. Et puis par ailleurs, André Léo, donc évidemment, a prolongé la vie de Brafort jusqu'en 72. À l'origine, il devait mourir, on suppose, en 1869, début 70. Elle prolonge sa vie donc dans la deuxième version du manuscrit. Et donc elle introduit aussi la Commune dans la version qui paraît en fin 72, avec des passages là aussi très probablement censurés. Mais là, nous n'avons pas d'autres manuscrits pour restituer le texte initial. Voilà, donc une histoire, voilà, une publication un peu compliquée, un peu surprenante, avec du coup plusieurs sources qui nous ont été très utiles. Et alors on ne sait pas, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment les lecteurs du siècle ont apprécié Brafort. On ne le sait pas pour l'instant en tout cas, mais on peut penser que l'accueil a été plutôt favorable puisque le siècle va reprendre le père Brafort dans son supplément littéraire qui s'appelle le Musée littéraire en 1876, donc qui est un recueil de plein de feuilletons qui sont censés représenter la littérature contemporaine. Et puis, le siècle publie encore par la suite 10 autres feuilletons d'André Léo, jusqu'en 1887. Donc, on peut penser que l'accueil du public a plutôt été réussi. Le public a bien accueilli. Voilà, donc pour l'histoire du feuilleton en lui-même. Alors, je vais parler un peu plus de l'histoire
contenu dans le feuilleton maintenant. Donc c'est un feuilleton qui est assez exemplaire du feuilleton réaliste en vogue à l'époque. Alors, comme l'a remarqué Jean-Pierre Bonnet aussi, en lisant Le Siècle, justement, en lisant la source première, André Léo n'est pas une bonne feuilletoniste dans le sens où elle ne sait pas trop calibrer ses épisodes, elle n'arrive pas trop ou elle ne se soucie pas de relancer l'intérêt du lecteur pour qu'il achète le numéro suivant à la fin de chaque épisode avec du suspense, etc. Bon, c'est pas trop son truc, mais néanmoins, on retrouve dans Le Père Bravefort tous les ingrédients qui sont propres à retenir l'attention. Donc on a des rebondissements incroyables, on a des coïncidences improbables, des personnages archétypiques, des héros, des épisodes burlesques, des ressorts mélodramatiques. Et donc je me suis amusée à imaginer la façon dont les vendeurs de journaux pouvaient en faire un argument de vente à l'époque. Alors ils auraient peut-être pu crier ceci: « Découvrez le nouveau feuilleton du siècle !» Vous y découvrirez les recettes de la conquête du pouvoir, mais aussi la face cachée de la gloire et de la richesse, les secrets inavouables des parvenus, succès vertigineux et faillites phénoménales, amours impossibles et passions tragiques, enlèvements, abandons, adultères et crimes en tout genre, enquêtes avec détectives, trahisons, martyrs, émeutes et révolutions. Tout ceci et bien d'autres surprises vous attendent dans Le Père Bravefort. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Donc, alors, je vais vous résumer un peu les principaux moments du roman en essayant de ne pas tout dévoiler non plus, que vous ayez envie de le lire. Mais bon, pour quand même qu'on sache de quoi il s'agit. Alors, c'est un feuilleton qui est construit dès l'origine en 2 parties. Donc, une première partie qui va de 1800 à 1832 et une deuxième partie qui va de 1847 à 1872. Alors, au passage, je noterai que c'est le premier roman historique vraiment d'André Léo. Donc souvent, ces romans feuilletons sont ancrés dans le réel, dans une époque plus ou moins précise, mais centrés sur une intrigue à un moment donné. Là, vraiment, donc, elle a la volonté de faire une fresque historique et elle en écrit un seul autre roman historique dans ce sens-là, qui est un feuilleton intitulé « Histoire d'un vieux de 100 ans », qui paraît 10 ans après Bravefort, donc sous la Troisième République, et qui pourra être lu vraiment comme un écho, comme un complément à Bravefort, puisque autant Bravefort est centré sur la vie d'un bourgeois, autant l'histoire d'un vieux de 100 ans est centrée sur l'histoire d'un homme du peuple qui a vécu la Révolution de 1789 et puis donc les décennies suivantes. Voilà, c'était une parenthèse. Donc ce feuilleton historique qui entend vraiment faire l'histoire du 19e autant que possible, s'étend de 1800, l'année de naissance de Jean-Pierre Bravefort, Jean-Baptiste Bravefort, donc jusqu'à l'année 1832, donc pour la première partie, qui est l'année de l'insurrection républicaine à Paris. Et en 1832, Jean-Pierre Bravefort, Jean-Baptiste, excuse-moi, je vais tout le temps, Jean-Baptiste Bravefort, donc en 1832 est devenu garde national, municipal, je crois, pardon. Il combat les insurgés et il se retrouve à ce moment-là opposé à son frère Jacques. Et dans l'intervalle, donc entre 1800 et 1832, ce personnage, Bravefort, est passé donc du village berrichon de sa naissance, où son père était paysan et garde champêtre, à Paris, où il a tenté d'étudier, puis est devenu commerçant, quincaillier. Il a rejoint l'armée pour plusieurs années, et puis donc il est rentré dans la garde municipale. Et donc dans cette première partie, presque tous les personnages principaux du roman sont déjà campés, déjà introduits. Alors j'ai essayé de faire une petite généalogie très très simple, hein, pas très jolie, je vous prie d'excuser, ça a été fait un peu rapidement avec les moyens du bord. Mais donc pour essayer de montrer un peu les différents personnages. Donc Bravefort, donc le héros Jean-Baptiste a un frère, donc Jacques, un jeune frère qui est son opposé. Donc Jacques est un idéaliste, un républicain. Il est fier de son statut d'ouvrier qualifié et il épouse Noélie, qui elle est la fille d'un valet et qui a rompu avec son milieu monarchiste par amour pour Jacques. Donc Jacques et Noélie, c'est le couple romantique de l'histoire, le couple idéal. Et Jacques a un rôle important puisqu'à plusieurs reprises, il tente d'entraîner son frère dans ses aventures politiques. Donc il est Carbonaro dans les années 1820, puis Saint-Simonien.
Alors Jean-Baptiste hésite parfois, il est tenté par le parfum d'aventure, il est vaguement attiré par certains projets de réforme, mais son amour de l'ordre et de l'autorité le ramène toujours très vite à la raison. Et lors de la Révolution de 1830, les deux frères jouent donc un rôle bien différent l'un et l'autre. Jean-Baptiste, évidemment, est atterré par la Révolution. Il adhère pleinement au nouveau régime, néanmoins, dès qu'il comprend qu'au fond, il n'y a rien de changé. Et Jacques, lui, donc, combat pour la liberté en 1830 et il est désespéré par la récupération de la Révolution par la bourgeoisie et par son nouveau roi. Alors, comme autre personnage important, il y a Maxime Renoux au départ, et puis qui se fait finalement appeler De Renoux à la fin. Donc, c'est un fils de notaire donc, qui habite dans le même village, la même petite ville que Jean-Baptiste Brafort. Donc, il est représentant de la bourgeoisie au moment où Jean-Baptiste, lui, est encore dans la paysannerie, et donc il incarne un modèle à suivre. Et il joue aussi en quelque sorte le rôle d'âme damnée de Jean-Baptiste Brafort. C'est le personnage vraiment cynique de l'histoire qui tire les ficelles, qui encourage Brafort à se débarrasser de ses scrupules pour s'enrichir, pour parvenir au pouvoir. Donc il est lui-même, il connaît une ascension exemplaire aussi, ce Maxime Renoux. Il devient avocat, il devient chef de cabinet ministériel, puis député, et il intervient donc à plusieurs reprises dans la destinée de Brafort. Il est parrain de sa fille d'ailleurs, et ce qui ne l'empêche pas de courtiser sa femme également. Autre personnage ensuite, pardon ? Très légèrement, il y a beaucoup d'ellipses. Autre personnage, c'est Atala, qui est tout en bas de la diapo. Atala, c'est la grisette amoureuse, donc jeune femme d'origine populaire, ouvrière, on ne sait pas trop ce qu'elle fait au juste, mais qui devient la maîtresse de Jean-Baptiste lorsque lui est encore jeune. Donc maîtresse de Jean-Baptiste jusqu'au mariage de celui-ci, car il veut à la fois une descendance évidemment légitime et une femme à son comptoir de quincaillier. Donc lorsqu'un parti avantageux se présente, en l'occurrence Eugénie Leblanc, fille d'un manufacturier, il n'hésite pas, bien qu'Atala lui révèle au moment de sa rupture qu'elle est enceinte de lui. Voilà, donc un moment dramatique évidemment de l'histoire. Et quant à Eugénie, elle a été élevée dans un couvent. Elle est bien sûr un ange immaculé et docile, auprès de qui Brafort peut se révéler entièrement en tant que tyran domestique. Et à sa grande déception de Brafort, il n'a d'elle qu'une fille, donc Maximilie. Et autres protagonistes importants, donc c'est la famille Delabroix, donc représentant de l'aristocratie, donc noblesse du village d'origine de Brafort, c'est de là que le lien se fait. Et un des fils, alors plusieurs Labroix jouent un rôle, et un des fils qu'on va retrouver dans les deux parties, c'est Charles Delabroix, qui lui trahit son milieu d'origine car il adopte des idées réformatrices. Et il est notamment saint-simonien, et à ce titre-là, il fraternise avec Jacques. Il partage le même désir d'aider le peuple à s'émanciper. Voilà, donc pour les principaux personnages de l'ensemble de l'histoire. Et donc la première partie s'achève en 1832, en juin 1832, par le massacre des insurgés de la rue Saint-Méry, qui laisse orphelin le petit Jean, le fils de Jacques et Noélie. On pourra reparler aussi, peut-être, j'ai essayé de mettre un code couleur, je ne sais pas si c'est très clair, mais donc j'ai essayé de montrer que les différentes origines, pour montrer les différentes classes sociales dont parle André Léo, et que certains personnages changent de classe sociale en cours de route, ou naissent dans un milieu et par leur mode de vie, ou des fois leur choix politique, passent à un autre milieu. Mais ça, c'est aussi un des intérêts de ce feuilleton, et enfin, voilà, un des objectifs d'André Léo, de montrer cette mobilité sociale et l'influence des différents milieux auxquels on peut échapper. Alors voilà pour la première partie. Et puis la deuxième partie, donc on retrouve à peu près les mêmes protagonistes. Donc la deuxième partie, pour la raconter de manière plus linéaire, donc elle commence en 1847, donc après une ellipse de 15 ans. Pendant ces 15 ans, Brafort s'est enrichi par la spéculation, grâce à Maxime qui lui a montré les ficelles. Il est devenu patron de manufacture à Roubaix. Il a financé pendant ce temps-là les études de son neveu qu'il a recueilli, donc Jean.
Et Jean est devenu ingénieur civil. Et au moment du début de la deuxième partie, Jean revient pour un moment chez son oncle et chez sa tante, avec son ami Georges, qui partage ses idées socialistes. Alors évidemment, Georges s'éprend de Maximilien, et réciproquement. Quant à Jean, il tombe amoureux d'une jeune ouvrière donc, qui est Baptistine. Et Baptistine est un personnage aussi important car c'est une ouvrière qui cherche à s'émanciper par le savoir et qui aime aussi, qui tombe amoureuse de Jean donc, et de ses idées. Malheureusement, très vite, une série de drames, évidemment, on est dans un roman feuilleton, une série de drames vient briser ces idylles. Alors les épisodes tragiques se succèdent. Maximilien est forcé d'épouser un aristocrate débauché qui convoite sa dot. Bravefort découvre que le fils qu'il a eu d'Atala et qui a grandi dans la misère est devenu un voyou et il l'envoie sans remords au pénitentiaire. Baptistine est violée par Bravefort et se retrouve enceinte. Elle noie l'enfant auquel elle donne naissance, donc elle est condamnée à la prison au grand désespoir de Jean. Tout, par contre, semble sourire à Bravefort qui écrase les grèves de ses ouvriers, devient maire. Il est un peu contrarié par la République en février 1948, mais finalement il en profite pour devenir député, toujours sous la protection de Maxime. Donc républicain du lendemain, il représente bien sûr l'aile conservatrice et il combat avec acharnement l'aile gauche qui est représentée dans le roman par Charles Delabroix. Et survient alors l'insurrection de juin 1948. À ce moment-là, donc Bravefort évidemment est de nouveau hors de lui, et plein de haine contre les Rouges. Il rejoint la garde nationale et cette fois c'est face à son neveu qu'il se retrouve. Et donc le drame familial se mêle au drame collectif. Le dernier chapitre raconte le devenir des protagonistes, donc des lendemains de ce juin 1948 jusqu'au lendemain de la Commune. Bravefort connaît un ultime succès sous le Second Empire. Grâce à son opportuniste, il devient préfet pour quelques mois. Et puis, sa rigidité d'esprit le mène à l'erreur stratégique. Et il connaît une rapide et brutale chute sociale, puisqu'en 2 pages, il passe de préfet dans le sud de la France à chef de gare à Poissy. Et la semaine sanglante amène un ultime épisode, un ultime rebondissement. C'est sa dernière occasion, à 71 ans, de revêtir son uniforme de garde nationale pour participer au massacre des communards, avant de mourir dans son lit. Très malheureux de constater que toute rébellion n'est pas définitivement matée. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit, que je n'ai pas déjà tout spoilé, comme on dit maintenant. Mais voilà les grandes lignes, les grands rebondissements, et vous voyez la richesse déjà de l'intrigue et toutes les directions politiques auxquelles ça mène. Donc, on peut se demander pourquoi André Léo fait le choix du roman feuilleton, que ce soit d'ailleurs pour Bravefort ou pour d'autres, la plus grande partie de son œuvre. Bon, il y a des considérations pragmatiques indéniables. C'est plus facile, c'est plus facile en général de placer ces textes dans un journal que de convaincre un éditeur. Ça offre aussi la possibilité, si on peut y arriver, d'être rétribué 2 fois, d'abord par le journal et puis si on peut faire publier en livre dans un deuxième temps. Mais je pense qu'il faut quand même, au-delà de ça, rappeler le grand intérêt d'André Léo pour les journaux comme moyen de toucher l'opinion. J'ai relevé ailleurs la façon dont elle mettait à profit la presse, vraiment dans toutes ses ressources, pour exprimer ses idées, pour mobiliser l'opinion. Donc non seulement elle a écrit des articles sur l'actualité, sur l'histoire, des lettres ouvertes, des comptes rendus de réunions, des tribunes, des annonces, des pétitions, etc., des comptes rendus de livres. Donc elle exploite vraiment toutes les ressources offertes par la presse comme moyen de communiquer ses idées. Et le feuilleton est un autre de ces moyens. Et on retrouve en effet donc, dans Bravefort tous les thèmes qui sont chers à André Léo. La dénonciation des institutions, donc de l'armée à l'Assemblée, en passant par la justice, par l'Église, par l'école, la critique du Code civil, la critique de la domination masculine, la mise en accusation des élites économiques, l'exploitation du prolétariat, bref, tous les thèmes donc, où on retrouve le rejet du principe d'autorité, le rejet de l'ordre hiérarchique et du capitalisme. Donc André Léo a traité tous ces sujets dans nombre
d'autres textes sous différentes formes. Et ici, l'intérêt du feuilleton, l'intérêt de la fiction, je pense, c'est que ça lui permet vraiment d'incarner ses idées dans des personnages, de leur donner des émotions, d'apporter des rebondissements, tout ce qui est propre à marquer les lecteurs. Et donc, ça aide évidemment aussi à susciter l'empathie et la réflexion de ces lecteurs. Donc, par l'empathie, par l'humour, il y a beaucoup d'humour aussi, on pourra peut-être y revenir plus tard. Beaucoup d'ironie, le narrateur qui raconte toute l'histoire est très, très ironique et instaure par ses petites réflexions une sorte de complicité avec ses lecteurs. Donc voilà, il y a tous les moyens de persuasion qui sont utilisés. André Léo veut aussi jouer à l'intérieur même du feuilleton sur les différents registres d'écriture possibles. Donc son livre s'inscrit dans un courant de politisation du feuilleton qui est visible depuis les années 1840. La référence en la matière, c'est évidemment Eugène Sue avec Les Mystères de Paris. Donc le genre dominant, c'est le roman de mœurs, le roman social, qui permet de brouiller les frontières entre littérature, fiction, donc journalisme, traité d'économie, observation sociale, philosophique aussi. Donc on retrouve vraiment toutes ces directions dans le roman. Et donc là encore, on a ce narrateur fictif qui va esquisser des tas de commentaires dans tous ces registres. Le feuilleton a aussi comme intérêt de pouvoir mettre en scène différents milieux, différentes interactions. Et donc dans Bras fort, a fortiori, vu l'ampleur du roman, vu l'ampleur de la période traitée et des différents milieux, donc l'auteur veut vraiment faire une étude de mœurs la plus complète possible. Donc elle promène les lecteurs depuis les chaumières berrichonnes jusqu'à l'Assemblée nationale, en passant par les ateliers, les courées du nord de la France, les salons bourgeois, les quartiers populaires de Paris. Donc on a beaucoup de descriptions qui sont visiblement très documentées et donc réalistes. Voilà, il y a la volonté d'être réaliste. Et puis elle s'appuie sur des personnages archétypaux qu'on retrouve dans tous les feuilletons du XIXe siècle. Donc la jeune bourgeoise mariée, le dandy décadent, les ouvriers misérables, la grisette abandonnée, etc. Mais ils ne sont pas que des simples archétypes, ce ne sont pas que des marionnettes qui seraient là pour fournir un divertissement et des rebondissements. André Léo part de ces stéréotypes bien connus des lecteurs pour interroger leur trajectoire sociale, leur trajectoire individuelle et collective. La fiction, justement, lui permet de s'intéresser aux individus et de remettre en cause les évidences et les fatalités sociales. On a vu, j'ai essayé de montrer comment certains individus échappent à leur destinée sociale, entre guillemets, passent d'une classe sociale à l'autre. Et il y a ce souci de l'individu qui est toujours extrêmement présent chez André Léo et qu'elle montre aussi de cette manière-là. Alors la question qui se pose est à qui André Léo veut-elle s'adresser? Qui la lit réellement dans le siècle? Donc j'ai repris, pour vérifier les choses, une étude de 1872 qui donne des statistiques sur les revenus ouvriers à Paris. Et donc sachant que le prix du numéro du siècle, c'est de 15 centimes, en 1870 en tout cas. Et donc ce prix du numéro du siècle, 15 centimes, paraît bien élevé pour un budget ouvrier moyen, tel que le donne l'étude statistique. Donc selon cette étude, un ménage ouvrier moyen n'a qu'une vingtaine de centimes par jour à mettre de côté pour une possible épargne, une fois payé tout ce qui est toute l'alimentation, le combustible, le loyer, etc. etc. Donc sans doute, c'est une moyenne, sans doute il y a des ouvriers mieux lotis, plus qualifiés, mieux payés. Il y a aussi des ouvriers instruits et politisés qui vont être organisés dans des coopératives, qui vont accéder à des cabinets de lecture, etc. Mais on peut penser que globalement le lectorat du siècle, c'est essentiellement un lectorat des classes moyennes, avec diverses strates de la bourgeoisie. Alors, donc on peut penser que c'est avant tout finalement à la bourgeoisie réformatrice qu'André Léo s'adresse, ce qui est confirmé sans doute par les personnages du roman aussi, puisque deux des principaux personnages positifs du roman, donc ce sont Jean et Georges, et donc ce sont des jeunes gens qui sont
issus de la bourgeoisie, qui ont, en tout cas, voilà, qui ont, par leurs études, par leur niveau de vie, qui appartiennent à la catégorie bourgeoise, mais qui ont fait des choix individuels d'existence, qui ont des idées qui les mettent plutôt en rapport avec les intérêts de la classe populaire et les intérêts collectifs. Donc il constituerait une sorte d'avant-garde éclairée qui est prête à renoncer à ses privilèges au nom de l'égalité et de la liberté. Et donc on peut penser que c'est à ce type de figure que s'adresse André Léo, qu'elle espère mobiliser parmi ses lecteurs. Et puis les lecteurs d'André Léo sont surtout, enfin sont en tout cas en grande partie sans doute aussi des lectrices, puisque n'oublions pas que les femmes ont la réputation au 19e siècle d'être de grandes lectrices de feuilletons. Et donc certainement qu'André Léo pense à elle lorsqu'elle intègre une critique féministe à sa fiction. Donc on va y revenir plus loin. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue sur la présentation d'ensemble. Donc maintenant, je vais essayer de développer un peu plus sur les messages qu'André Léo veut délivrer à son lectorat. Mais je ne sais pas s'il y a des choses que vous aimeriez sur lesquelles je n'ai pas été claire ou s'il y a des questions que vous voulez déjà poser. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais plus. Oui, si, mais je ne sais plus. J'ai oublié d'évoquer cette image, mais donc c'était à propos de la dimension politique du roman. Voilà quelques citations. Donc voilà, je vous ai dit que André Léo qualifiait son roman de socialiste. Donc voilà, et puis donc les appréciations d'Élisée Reclus d'une part, de Benoît Malon de l'autre, voilà, qui montrent bien évidemment l'appréciation évidemment sur des critères politiques du feuilleton. Donc le père Braford ou la traversée des apparences, donc pour reprendre le titre d'un roman de Virginia Woolf. C'est une des citations importantes du roman, une des phrases clés même, je pense, est prononcée par Jacques lors du soulèvement de juin 1832. Et donc il arrive plein de fougue pour expliquer à son frère pourquoi il part combattre. C'est, dit-il, parce que je suis arrivé à voir les choses autrement qu'avec l'œil de l'habitude. Donc ceci lui permet, en l'occurrence, il le dit tout de suite après, donc ceci lui permet de reconnaître le roi comme un bandit qui vole au peuple son argent, et non seulement son argent, mais aussi son intelligence, son honneur, de voir le roi comme le premier mendiant du royaume, qui ne vit que des dons de ses sujets, et comme un homme ordinaire dont la puissance ne repose que sur l'abdication des autres. Donc, un changement de point de vue radical qui permet de prendre conscience d'une réalité qui devient donc insupportable et qui fait passer de la passivité aveugle à l'action émancipatrice. Et c'est vraiment une des missions que André Léo s'est donnée, qu'elle poursuit avec son roman. Donc faire tomber les masques, remettre en cause les évidences, renommer le réel, afin de rendre visibles les mécanismes de domination et donc de les affaiblir. Alors ici, bon, c'est aussi un sujet très très large. Je vais centrer le propos sur ce qu'elle dit au sujet des femmes et aussi au sujet évidemment de la réussite bourgeoise. Donc dans les deux cas, André Léo prend le contre-pied du discours dominant. Donc d'une part le discours qui glorifie la femme avec un F majuscule et le discours qui glorifie l'ascension sociale. Et donc le but d'André Léo, c'est de dénoncer l'hypocrisie de tout ça. Alors, Braford, c'est un roman qu'on peut qualifier de féministe, mais paradoxalement sans héroïne. Donc, c'est ce qui est évidemment très différent, par exemple, du précédent, Aline Ali. Donc ici, il n'y a pas de véritable héroïne. Il y a deux personnages, on peut dire, deux personnages féminins qui sont plus positifs parce qu'ils se distinguent par leur capacité d'action. Donc c'est Noélie, la femme de Jacques, et la mère de Georges Vanier, Madame Derriblac, je ne l'ai pas mentionnée, elle est assez secondaire. Mais voilà, ce sont deux femmes qui font des choix, qui sont, on peut dire, des femmes libres et notamment qui tiennent tête à Braford et à ceux de son espèce. Mais elles ont des rôles relativement secondaires et pas vraiment des... C'est difficile un peu de s'y identifier à elles.
Par contre, donc les 4 personnages féminins centraux, donc ce sont la bourgeoise Eugénie Brafort, donc l'épouse, la fille Maximilie, la grisette Atala et l'ouvrière Baptistine. Donc 4 archétypes de femmes. Alors Eugénie, pour revenir rapidement, donc, elle est mariée toute jeune par ses parents. Donc elle n'a pas possibilité de consentement éclairé. Elle cherche au début du roman, du mariage, à affirmer ses goûts, mais son mari va lui apprendre très vite par la violence sa place d'épouse soumise. Elle a une relative reconnaissance en tant que mère, mais elle ne peut de toute façon décider elle-même de l'éducation de son enfant. Et puis une fois que sa fille a quitté le foyer, Eugénie se retrouve privée de toute utilité et elle sombre dans la dépression. Brafort écrase aussi par la force toute velléité d'indépendance de Maximilie, sa fille. Et il nie ses sentiments et il se dépêche de la marier selon ses intérêts à lui. Quant à Atala, donc la grisette amoureuse, elle est abandonnée enceinte par Brafort, aucune loi n'obligeant celui-ci à assumer ses responsabilités. Donc elle est contrainte de recourir à la protection d'autres hommes qui l'obligent à abandonner son enfant et elle finit dans la misère et dans la prostitution. Et Baptistine, pour finir, l'ouvrière courageuse, intelligente, qui cherche à s'émanciper par le savoir, se retrouve brisée par le viol commis par Brafort et par les conséquences qui s'ensuivent. Donc on a 4 femmes qui sont systématiquement renvoyées à leur statut de dominée par Brafort lui-même, qui incarne là toute la dureté de l'ordre patriarcal. Donc on pourrait dire que André Léo utilise 4 archétypes de victimes qui sont censés apitoyer les lecteurs, mais je pense que son intention va au-delà. D'une part, à travers ces 4 trajectoires, elle traite toutes les facettes de l'assujettissement légal et moral des femmes dans les diverses classes sociales. Donc elle attaque le code civil, elle dénonce les violences de tous ordres. Et elle montre aussi que si les femmes de la bourgeoisie dans le roman pensent ne rien avoir en commun avec les ouvrières, qui ne méritent même pas le nom de femmes, c'est dit à un moment, les écarts de richesse cachent en fait bien des points communs. Donc on peut résumer par une même dépendance, une même impuissance face aux hommes. Mais André Léo souligne bien aussi que les femmes prolétaires sont victimes d'une double exploitation. Et elle montre aussi que la solidarité entre femmes riches et femmes pauvres n'est pas possible au moment où elle écrit. D'autre part, André Léo donne aussi de ces femmes des portraits très empathiques, avec une certaine subtilité, et elle en fait des individus à part entière. Et notamment, elle montre comment chacune de ces femmes, à un moment donné, au moins, tente de s'émanciper, tente de se confronter, de s'opposer à la domination. Alors elles échouent certes, mais elles ont essayé et elles ont des vrais désirs en elles. Donc voilà, et donc à partir de là, André Léo essaye de montrer que ce qui paraît évident à ses contemporains n'est pas normal, n'est pas naturel. Elle s'interroge bien sûr donc, sur le bien fondé des mariages arrangés, sur la dépendance économique des femmes, l'attribution des tâches ménagères, la toute-puissance du père de famille, enfin voilà, tous les sujets sont soulevés par les histoires de ces femmes. Et montre bien comment les individus sont brisés, sont réduits à l'impuissance. Et donc tout le discours lénifiant qui pouvait être diffusé à l'époque d'André Léo sur la femme, donc la femme comme être d'amour, vouée à la protection de l'homme, la mère ange du foyer, etc. Donc André Léo montre de nouveau, c'est pas la première fois, mais de nouveau dans ce livre, que ce sont des discours idéologiques qui aveuglent et qui masquent évidemment une réalité tout à fait autre. D'ailleurs, un des points culminants du récit, c'est le procès qui suit l'infanticide commis par Baptistine, donc sur l'enfant né de son viol. Et donc c'est un des grands moments du roman. Et c'est un des moments où la démarche de dévoilement d'André Léo apparaît vraiment très très claire et très intense. Donc, pour la résumer, donc il y a un procès et donc le procureur qui est chargé de l'affaire fonde son accusation sur des lieux communs qui n'ont rien à voir avec la situation réelle. Et donc il préfère préserver l'ordre social, il pense que c'est son devoir, plutôt que... et donc ça l'amène à préférer le mensonge plutôt que la réalité. Donc il va décrire la situation de manière totalement irréaliste, en partant du principe que les femmes
sont soit de la bonne société, donc pure et irréprochable, soit des ouvrières, soit donc automatiquement des débauchés. Par ailleurs, le public de cette audience, où les femmes sont nombreuses, est un public qui est d'emblée scandalisé par l'accusé, car il est emprisonné par sa représentation convenue de la maternité, qui est forcément sacrée, du bébé, qui est forcément adorable, couvert de dentelles, d'amour, etc. Et donc c'est Jean, l'amoureux de Baptistine, qui vient assurer sa défense et qui est là le porte-parole de l'auteur, d'André Léo, et qui impose une autre parole, une parole de vérité, face à tous les mensonges qui ont été proférés. Donc il dénonce une comédie où les rôles sont tracés d'avance. Il avertit le procureur qu'il y a de l'assassinat dans les phrases et il s'étonne de cet étrange aveuglement. Donc lui, il raconte la vraie vie de Baptistine et il dénonce le fait que lorsque quelqu'un ouvre les yeux pour dire ce qu'il voit réellement, on l'empêche de parler. Donc effectivement, lui ne peut pas vraiment défendre Baptistine et il finit seulement par accuser le préjugé, l'erreur, l'inepte habitude où nous sommes plongés. Donc ça, c'est aussi un des thèmes récurrents du roman, donc l'importance du préjugé, de l'erreur, et celui qui l'incarne le mieux, évidemment, c'est Brafort. Donc Brafort, alors, excusez-moi, je reprends la phrase dans l'autre sens pour essayer de résumer un peu, parce que j'ai l'impression que le temps tourne. Donc, l'objectif d'André Léo, si vous vous souvenez, le tout début du roman que j'ai cité au début de l'intervention, c'est de saisir l'esprit de son temps et d'essayer d'expliquer l'histoire de son époque. Et donc, pour cela, elle choisit comme personnage principal un bourgeois. Alors, pourquoi ? Donc, à l'époque d'André Léo, la bourgeoisie, le mot bourgeois s'applique à toutes sortes de situations socio-professionnelles, à des niveaux de richesse qui sont très divers, depuis ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne jusqu'à des grands rentiers, banquiers, etc. Et les historiens estiment que la bourgeoisie en tant que classe unifiée n'existe à l'époque qu'en tant que représentation. Donc c'est une représentation qui s'est construite de deux façons au XIXe siècle. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. Donc la phase positive a été créée sous la Restauration, donc un moment où les libéraux sont opposés à l'aristocratie, et ces libéraux imposent un récit historique qui donne le beau rôle à la bourgeoisie comme moteur de l'histoire, moteur du progrès, une classe qui parvient à s'imposer en 1789, en 1830, en renversant l'Ancien Régime, et donc une classe qui incarne la modernité politique, la modernité économique. Donc ce sont essentiellement les idées d'Augustin Thierry, Guizot, Thiers, etc. Et l'autre face de la représentation du bourgeois qui apparaît au XIXe siècle, plutôt à partir de la monarchie de Juillet, donc c'est une idée plutôt négative, puisque ce sont les nostalgiques de l'ancienne monarchie, mais aussi la génération romantique, donc Gautier, Musset, etc., les auteurs progressistes, qui créent le personnage du bourgeois comme caricature très peu flatteuse. Donc vous connaissez certainement les caricatures, ce qu'on appelle Monsieur Prudhomme, donc les caricatures, les caricatures de Monnier, qui crée le personnage de Monsieur Prudhomme, et puis les caricatures de Daumier, par exemple, parmi les plus connues. Et on retrouve aussi dans Balzac, dans Flaubert, bien sûr. Donc voilà, et André Léo s'appuie sur les deux facettes, ce double héritage. Donc d'une part, elle étudie avec Brafort la victoire d'un groupe social. Donc l'ascension sociale qu'elle fait vivre à Brafort est censée représenter ce discours libéral qui prône la méritocratie et qui exalte le capitalisme comme emblème de la nouvelle ère. L'ascension sociale de Brafort permet aussi à André Léo de parler de toute la bourgeoisie, donc justement toutes ces réalités socio-professionnelles, depuis les commerçants modestes jusqu'à l'industriel riche et aux notables. Et par ailleurs, André Léo nourrit son personnage de tous les poncifs, justement, donc de la caricature anti-bourgeois classique de l'époque. Donc, quel que soit son niveau de revenu, finalement, ce qui fait de lui un bourgeois, c'est avant tout sa personnalité, entre guillemets, typique, qu'on peut résumer par le conformisme, l'égoïsme et le matérialisme, qui le conduisent à la crainte du désordre, à la haine des classes populaires et à l'amour de l'autorité.
Voilà, donc un portrait bien chargé. Mais c'est quand même une vision qui est plus complexe, puisque à travers donc les commentaires du narrateur et toutes les situations où Brafort est placé, André Léo va aborder le personnage de façon à la fois moqueuse, dénonciatrice, mais aussi compréhensive. Donc il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour qui sont déployés pour ridiculiser Brafort. Vraiment comme caricature. Donc c'est un personnage burlesque souvent dans le roman, avec un mélange de bêtises, de naïveté, d'ignorance, de pédanterie aussi, d'arrogance, beaucoup de rigidité, mais aussi d'opportunisme. Bref, c'est vraiment un anti-héros. Et c'est aussi d'ailleurs un paradoxe qui est mis en avant par la fiction. Par son ascension sociale, par son opportunisme, Brafort est censé représenter le progrès, l'esprit des temps modernes. En même temps, André Léo montre qu'il est complètement dépourvu de vision, complètement dépourvu d'audace. Il est incapable de saisir les vrais enjeux de son époque. Tous les élans idéalistes pour la liberté, pour l'égalité, lui sont, le remplissent d'effroi, le révulsent. Et puis même les innovations économiques et techniques de son temps suscitent sa méfiance, qu'il s'agisse de la spéculation où Maxime essaye de l'entraîner, ou bien la naissance du chemin de fer. Donc, il y a un passage assez drôle, je ne sais pas si je peux le lire peut-être pour changer un peu de ton. Où sa femme donc, essaie. Donc, la révolution de 1830 ruine ce pauvre Brafort, même s'il s'est rallié à la monarchie de Juillet. Et donc, à un moment donné, donc, il est bien en peine de trouver une occupation bien rémunérée. Et sa femme essaye de trouver du secours du côté de Maxime, qui a des relations. Et Maxime vient rendre visite à Eugénie, en l'absence de Brafort, et propose une place pour Brafort. Alors, j'essaie de... Attendez, je crois que je l'ai mis... Elle sera mieux ici. Brafort, Eugénie annonce à Brafort que Maxime lui propose d'être administrateur d'un nouveau chemin de fer très curieux qu'ils vont faire à Saint-Germain. Brafort se leva d'un bond qui faillit défoncer le plafond de la mansarde. « Le chemin de fer de Saint-Germain » cria-t-il. « Est-ce Dieu possible? Serait-il venu se moquer de nous ?»« Quelle idée » s'écria Eugénie indignée. « Et pourquoi pas le chemin de fer de Saint-Germain ?»« Une chose fantastique, une idée creuse, une billevesée. Faire marcher des voitures sans chevaux, cela s'est-il jamais vu? Ça se comprend-il? Un conte à dormir debout, enfin des bêtises, une chose qui n'a pas le sens commun et dont tout le monde fait des gorges chaudes. Et c'est cela que Maxime vient me proposer, voilà qui est dur. » Je coupe un petit peu. Eugénie essaie de le rassurer. Et Brafort ajoute je ne pense pas qu'il y a mis de la mauvaise volonté, mais j'avoue qu'avec tout son esprit, je ne puis comprendre qu'il ait pu donner là-dedans. Mets-toi bien dans l'idée, Eugénie, que ce chemin de fer est une chose jugée par tous les gens de bon sens, et encore mieux par des savants, des hommes célèbres, qui ont déclaré que c'était une vraie folie, quoi. Va parler de ça à Monsieur Thiers. Ça ne peut pas marcher, on l'a prouvé par des chiffres. Si ça pouvait marcher, ce serait un casse-cou, et le gouvernement serait responsable des malheurs. Mais ça ne peut pas marcher, c'est prouvé. Les voyageurs seront obligés de s'atteler pour aider à monter les pentes. Et ces chaudières qui coûtent un prix fou, elles ne pourront servir peut-être qu'à faire de la soupe aux armées. Monsieur Maxime dit que ça va très bien en Angleterre. En Angleterre, ce n'est pas une raison. La France et l'Angleterre ont un génie tout différent. Ah, ça vient d'Angleterre. Eh bien, c'est pour cela que je m'en défie encore plus. Ça serait joli si j'allais donner ma démission pour une chose pareille. Non, non, je suis gardien de l'ordre, c'est un sacerdoce. Et Maxime devrait s'imaginer que je ne vais pas quitter une fonction aussi honorable pour son misérable casse-cou. Il y aura toujours des gendarmes, tandis qu'il n'y aura jamais de chemin de fer. Voilà. Donc, elle insère des petites réflexions sur ce qui, évidemment, était bien connu de l'époque, et pour montrer la bêtise, et le conservatisme du personnage. Donc, différents passages plus ou moins comiques, plus ou moins burlesques. Mais en même temps, André Léo fait aussi une peinture très sombre de son personnage, qui est un anti-héros à tout point de vue. Et avant tout, au point de vue de la morale bien sûr d'André Léo, et non pas la morale dominante bourgeoise. Donc André Léo veut révéler la réalité d'une ascension sociale qui, en apparence, donc, est conforme à la promesse libérale de l'époque. Et donc elle fait de Brafort une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'aux yeux de ses concitoyens, Brafort a une existence honorable, typique du petit bourgeois, absorbé par sa réussite.
qui obéit au mot d'ordre « enrichissez-vous », etc. Lui-même se considère comme un homme de bien, toujours respectueux de la loi, des convenances. Mais les lecteurs, eux, savent que cet homme est un meurtrier, un violeur. Il maltraite sa femme et sa fille. Il est responsable de la déchéance de ses maîtresses, de son premier fils, sans parler de l'infanticide. Et il a en grande partie amassé sa richesse en exploitant et en entretenant la misère. Or, tous ces crimes, tous ces méfaits demeurent impensés par Bradford, comme par l'immense majorité des contemporains, puisque ce sont des actes qui normalement restent invisibles et impunis, car soit autorisés par la loi, ou soit admis comme étant dans l'ordre des choses, et la morale dominante s'en accommode. Donc l'auteur a à cœur de dénoncer l'injustice des institutions et l'hypocrisie de toutes les conventions sociales. Mais un troisième point de vue quand même sur Bradford, s'il agit mal, en fonction donc, de la morale, morale qui est incarnée par exemple par Jacques et par Jean, qui eux sont les personnages purs et idéalistes du roman, si Bradford agit mal, ce n'est pas par méchanceté, ni par cynisme, comme c'est le cas par exemple de Maxime, son mentor, qui est le Rastignac du roman. Bradford est quand même présenté parfois comme étant capable de bonté, de droiture, de générosité. Donc il n'est pas tout noir non plus, et l'auteur incite à plusieurs reprises à une sorte d'empathie avec lui. En effet, André Léo veut vraiment apporter des clés de compréhension. Et elle décrit son personnage non pas comme l'ennemi à abattre, mais comme l'ennemi à comprendre pour peut-être mieux le combattre. Mais donc elle le décrit comme une de ces natures, je cite, une nature candide, croyante, qui tiennent à leur conviction de toute la difficulté qu'elles auraient à s'en faire d'autres et de tout leur goût pour la possession calme et tranquille des biens acquis. Et Bradford donc, est montré comme adhérent aux préjugés de son époque, comme très obéissant à tous les pouvoirs, parce qu'il a été modelé dès l'enfance par son éducation, une éducation très autoritaire, qui est décrite dans les premières pages. Et donc, il est devenu incapable de penser par lui-même. Et il agit toujours conformément aux normes et aux habitudes de son milieu. Et il est vraiment sincèrement convaincu de la légitimité de l'ordre social existant, et donc il s'efforce de suivre au mieux les injonctions qui sont faites à sa classe, donc s'enrichir, afficher sa réussite, s'en remettre aux lois du capital, etc. etc. Et il fait, à 20 ans, il fait un serment de rester toujours inébranlablement fidèle à la cause de l'ordre, représenté sous quelque nom que ce fût, à quelque titre et de n'importe quelle manière par le gouvernement établi. Alors, je me surveille là, j'ai encore un peu de temps. Ouais. J'ai encore une partie, mais je voulais juste citer encore quelques lignes du roman lui-même. Donc en 1832, pour vous montrer justement un peu la façon dont André Léo le présente. Donc en juin 1832, Jacques vient tenir donc un discours révolutionnaire de nouveau à son frère. Il lui explique pourquoi il va combattre. Donc les paroles de son frère et l'enthousiasme qui le transfigurait l'avaient malgré lui vivement ému, au point qu'il se sentait assailli de doutes étranges et ne voyait plus son devoir si clairement qu'il l'avait fait jusque-là. Donc Bradford est toujours un garde municipal, est censé combattre les insurgés. Un instant, les hiérarchies sociales, si bien rangées dans sa tête, s'enchevêtrèrent et, quittant leur ordre habituel, lui parurent pouvoir se fondre sous une loi commune, dans une heureuse harmonie, et il se demanda si vraiment, en effet, le roi... Mais un regard jeté sur ses buffletteries et celles de ses compagnons le ramena bien vite au sentiment des sages réalités. Il se redressa, mit sa main sur la poignée de son sabre et ressaisit l'air crâne et convaincu de tout bon militaire pénétré de sa consigne. Cependant, un malaise, une inquiétude lui resta jusqu'au moment où le lieutenant passa devant eux. « Allons, mes enfants, leur dit ce brave officier, il paraît que ces brigands de républicains veulent encore essayer de tout mettre sans dessus-dessous. Mais nous apprendrons à ces furieux quel cas fait la France de leurs misérables utopies. » Des utopies, c'était des utopies. Bradford l'avait presque deviné. Et maintenant qu'il avait le mot de la chose, il respirait plus à l'aise, il était content. Des utopies, parbleu, n'est-il pas odieux en effet de mettre tout sans dessus-dessous pour des utopies ? Bradford, de ce moment, reprit son assiette. Il retroussa ses moustaches et, jugeant d'après l'usage que le meilleur moyen de confondre les utopies était de sabrer les utopistes, il se sentit saisi de cette colère sacrée qui fait les héros. Donc on voit
à plein de moments, comment Brafort cède toujours aux autorités, même lorsqu'il est saisi d'un certain doute. Et André Léo nous explique que s'il fait ainsi, c'est qu'il est rendu myope, hein, comme tous ses semblables, il est rendu myope par ses privilèges et aveuglé par l'habitude. Et on voit donc dans le roman que les seuls personnages qui vont pouvoir échapper à cet aveuglement sont ceux qui sont dans les marges, donc soit qui se retrouvent opprimés mais en capacité de pouvoir se révolter, ou bien ceux qui, nés privilégiés, choisissent de quitter leur milieu confortable et leurs privilèges. Donc dans le roman, on voit que Jacques choisit l'état d'ouvrier, que son fils Jean refuse d'appartenir au camp des privilégiés, etc. Il y a aussi un ouvrier, Brassard, qui dénonce ouvertement les mensonges des dirigeants, notamment la fiction du travail comme source de richesse. Donc on a d'un côté très clairement l'anti-héros Brafort, représentant de la bourgeoisie, et les véritables héros de l'histoire, donc son frère Jacques et son neveu Jean, qui eux sont les héros, mais qui sont les utopistes de l'histoire, et ceux qui incarnent un autre point de vue sur l'histoire du 19e siècle. Et ça, c'est l'autre projet d'André Léo, c'est donc de faire un roman historique qui donne une autre histoire. Donc c'est un roman qui est destiné à transmettre l'histoire et la mémoire des vaincus. Donc on a vu au début que les années 1868-70 sont un moment de grande effervescence politique, et Karl Marx remarque à ce moment-là, dans sa correspondance, que les Français se penchent de nouveau sur leur passé révolutionnaire et signe qu'ils préparent une nouvelle entreprise révolutionnaire. Et donc c'est le moment où le père Brafort est écrit, et donc il s'inscrit vraiment dans cette volonté de réminiscence du passé révolutionnaire. Et on peut remarquer que beaucoup d'écrits, donc les écrits dont parle Marx en France, ce sont des écrits qui se penchent sur 1851, sur la prise de pouvoir par Napoléon. Et ce n'est pas tellement ça qui intéresse André Léo. Pour elle, c'est un épiphénomène, le 2 décembre 1851. Ce qui lui paraît important, ce sont les deux révolutions qui ont échoué. C'est donc juin 1832 et juin 1848. Donc deux insurrections qui ont été écrasées dans le sang et dont la mémoire a largement été recouverte ensuite. Donc je l'ai déjà dit, un peu de romanciers se sont saisis de ces événements, sans doute parce que ce sont des événements donc, qui sont très difficiles à intégrer dans une vision linéaire de l'histoire. Ce sont des luttes donc, qui ont échoué, et ce sont des événements qui viennent contredire le récit dominant. D'une part, le récit de la Révolution de 1830 comme révolution glorieuse, les trois glorieuses qui fondent le nouveau régime. Donc pourquoi une révolution ensuite en 1932 ? Et puis la Révolution de février 1848 qui fonde la Deuxième République, donc qui achève le processus. Et donc pourquoi une révolution en juin 1848, quelques mois après ? Donc c'est justement ça qui intéresse André Léo. Donc en juin 1832, donc un épisode qui a été qui est revenu à la mémoire collective grâce à Victor Hugo dans Les Misérables. Donc Jacques part se battre pour, dit-il, réafficher du moins en lettres de sang l'évangile nouveau, trahi des rois, incompris des peuples, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme qui a été bafouée par les vainqueurs de 1830, qui ont confisqué donc la révolution de 1830. En juin 1848, donc, ce sont les prolétaires qui se dressent contre le gouvernement républicain qui est issu de la Révolution de février, et qui, parce que donc, ces prolétaires constatent que rien n'a changé en fait, rien n'a changé en France, il n'y a qu'un mot de plus, donc le mot République, mais il n'y a toujours pas de droit, car il n'y a toujours pas d'égalité. Donc ils proclament leur droit à la vie, leur droit au travail, face au droit à la propriété qui est défendu par leurs adversaires. Et à ce moment-là, donc André Léo, en racontant cet épisode, emploie l'expression de guerre sociale qu'elle va réutiliser ensuite dans son célèbre discours sur la Commune. Donc on a une vraie fresque historique. Donc André Léo s'appuie d'ailleurs sur différents historiens, Louis Blanc par exemple, Daniel Stern, donc elle les cite avec des petites notes de bas de page, pour montrer vraiment le sérieux de son entreprise. Et elle veut donner donc un autre sens à l'histoire que ce qui est admis communément à son époque. Elle insiste donc sur cette vision de l'histoire construite par la gauche de son temps, donc selon laquelle la révolution de 1789 n'est qu'un début, n'est loin d'être un aboutissement.
Donc elle veut substituer une autre histoire, rappeler pourquoi les vaincus de 32 et de 48 ont combattu, parce qu'ils ont refusé de se laisser déposséder de leur lutte pour la liberté et pour l'égalité. Donc on sait que l'histoire s'est répétée peu de temps après avec la Commune, et donc un autre soulèvement contre un simulacre de république, et un autre événement d'ailleurs qui a été très peu repris en littérature, c'est intéressant à constater. Donc André Léo n'a pas vraiment eu de problème pour intégrer la Commune dans son récit, puisque finalement il lui suffit d'intégrer cette troisième défaite du prolétariat aux deux précédentes, et la démonstration d'origine ne change pas. Tant que l'égalité n'est pas réalisée, les dépossédés vont reprendre la lutte. Alors, est-ce que c'est un roman révolutionnaire ? C'est un roman où la lutte des classes est vraiment centrale. Alors, pas la version qui était dominante à l'époque d'André Léo, dans l'histoire bourgeoise de l'époque, qui voyait la lutte des classes comme la lutte de la bourgeoisie contre l'aristocratie. Mais donc, évidemment, ici, la lutte des classes dans le sens développé par les penseurs socialistes qui opposent possédants et prolétaires. Donc, dans ce sens, c'est un roman socialiste, mais c'est très loin d'être un texte de propagande. Dans le sens premier du mot propagande, le but d'André Léo, c'est vraiment d'éveiller l'esprit critique chez ses lecteurs. Et donc, elle dit son admiration pour le socialisme, mais elle dit aussi ses doutes et ses critiques envers le socialisme. Une des phrases clés, pardon, ça c'était la Commune, autre illustration. Une des phrases clés du roman, donc celle-ci, donc elle dit à nos yeux, à part ses inévitables méprises, le socialisme est cette âme qu'on accuse le 19e siècle de ne point avoir et qui d'ici à 30 ans sera peut-être son œuvre et sinon aura été du moins sa recherche, son aspiration et par conséquent sa gloire. Donc ici, je trouve une belle phrase qui est une profession de foi socialiste, indéniable, mais qui ne signifie pas une adhésion aveugle aux doctrines socialistes. D'ailleurs, elle écrit cette phrase au milieu d'un passage où elle se moque aussi de la naïveté des penseurs socialistes des années 30-40, et elle dénonce leur foi aveugle dans la possibilité de faire rentrer toute l'humanité dans un système préconçu et tous les risques de cette entreprise. Et donc elle perçoit bien chez les socialistes, y compris utopiques de l'époque, ce qu'elle appelle un reste d'habitudes monarchiques et d'habitudes religieuses. Donc elle est extrêmement lucide aussi, même auprès de ses compagnons, entre guillemets, politiques. Et on voit aussi, par exemple, dans la vision qu'elle donne des ouvriers dans son roman, qui est une vision assez contrastée. Elle n'est pas dans l'optique non plus d'un texte de propagande qui ferait de l'ouvrier le héros, comme on peut avoir dans un certain type de littérature socialiste. Ici, on a un personnage ouvrier positif qui est Brassard, qui est un bon travailleur, un homme intelligent, etc., un grand orateur qui sait tenir tête à Bras-Fort en réduisant en poussière tous les arguments de Bras-Fort. Mais le narrateur lui donne aussi une part d'ombre, notamment la haine que Brassard ressent envers les possédants, et qui met Jean très mal à l'aise, le personnage de Jean. Il y a une grève dans le roman, qui est un autre moment fort du roman, mais une grève qui échoue, et on voit aussi combien les ouvriers n'ont aucune chance de réussir ce genre de confrontation. Donc, ce sont des épisodes où André Léo peut paraître assez défaitiste, finalement, peut-être a pu être critiqué comme une mauvaise socialiste, entre guillemets. Mais il faut se rappeler qu'elle écrit aussi à un moment où le droit de grève vient à peine d'être reconnu et de toute façon n'est pas respecté, et où le rapport de force ne peut de toute façon pas aboutir en faveur des ouvriers. Et puis, la façon dont elle parle aussi de juin 48 est intéressante. On a l'impression que c'est aussi un moment qui l'embarrasse, André Léo. On voit, au-delà du problème de la censure qui complique un peu la lecture, je pense, mais parce que ça a été traduit en russe et retraduit en français, donc c'est des phrases, on ne sait pas trop si c'est vraiment ce qu'elle a écrit à l'origine, ça peut être un peu maladroit, des fois un peu difficile à lire. Mais contrairement à 32, quand elle raconte juin 48, elle ne donne pas la parole aux insurgés eux-mêmes. Donc le narrateur explique ce qui se passe, mais il y a aussi beaucoup de propos hostiles aux insurgés qui sont reproduits, qui sont mis dans la bouche des protagonistes. Et on a l'impression que l'auteur a du mal à se positionner. Alors elle prend parti pour les insurgés, bien sûr, parce qu'elle dénonce leur exploitation, elle dénonce leur massacre, mais elle déplore aussi leur violence.
Elle trouve que de la part de ceux qui se disent partisans de la fraternité, ça reste discutable, le recours à la haine et aux armes. Et elle tente aussi de faire comprendre le ressort psychologique de la haine des possédants envers les prolétaires. Elle montre aussi, une fois de plus, comment les habitudes, les préjugés aveugles, et de part et d'autre, vont dresser les deux classes l'une contre l'autre. Donc, Bras fort n'est pas du tout un texte de glorification béate du prolétariat insurgé. On a une vision des révolutions qui est plutôt propre à détourner les lecteurs de se lancer dans une révolution, puisque 1830 et février 48 sont présentés comme des duperies, et juin 32 et 48 juin 48 sont présentés comme des entreprises légitimes mais vouées à l'échec et qui ne font que provoquer des souffrances supplémentaires. Donc on a aussi une dimension intéressante dans la vision socialiste d'André Léo, et je ne vais pas développer ça du tout ici, mais je trouve réintéressant de faire un parallèle avec Benoît Malon aussi, puisqu'il y a eu aussi des échanges avec les amis de Benoît Malon il n'y a pas très longtemps, et on retrouve dans les écrits de Benoît Malon, donc après, aussi ce socialisme non violent, hostile à la violence et très imprégné d'éthique, d'attente morale qu'on trouve en tout cas chez André Léo et en partie dans Bras fort. Donc un tout dernier point, vous tenez encore le coup. Donc Bras fort, donc voilà, j'ai montré en quoi la complexité de son approche de la révolution, et je pense que s'il peut être considéré comme un texte révolutionnaire, c'est avant tout dans le sens où André Léo appelle à une révolution du regard et du langage. Je ne sais plus ce que j'ai mis, ouais, ça va venir. Ouais. Donc, excusez-moi, j'essaie de résumer un petit peu pour finir plus vite. Donc voilà, là aussi, un leitmotiv important du roman, c'est toujours la confrontation entre acte et parole, entre vérité et mensonge. Et la manipulation politique, notamment telle qu'elle est exercée par le personnage de Maxime, donne lieu à de nombreux passages extrêmement lucides aussi, extrêmement bien écrits, très très percutants, sur comment le cynisme en politique permet de faire passer toutes sortes de mensonges et de manipulations. Et comment on peut dévoyer le sens des mots pour empêcher le peuple de prendre conscience de l'oppression. Donc André Léo, dans son roman, donne les clés pour décrypter les discours dominants et pour essayer de dissiper la puissance manipulatrice des mots. Donc j'ai retenu 2 exemples qui me paraissaient frappants parce qu'ils font vraiment écho, je trouve, à des discours toujours en vogue aujourd'hui. Donc la fameuse théorie du ruissellement et puis le thème de l'égalité des chances. Je peux encore lire quelque chose. Vous êtes la maîtresse du temps. Ouais, c'est la fin. Bon, juste à propos des citations qui apparaissent ici. Donc, il y a une confrontation entre Brassard et Bras fort, qui est aussi un grand moment dans le roman. Donc, l'ouvrier Brassard, au moment de la grève, qui va expliquer pourquoi ce discours tenu tout le temps par Bras fort, il faut travailler, c'est en travaillant que vous deviendrez riche et que vous mériterez la suite. Voilà, il oppose évidemment l'oisiveté des riches à la dure réalité des travailleurs et qui ne deviendront jamais plus riches, même s'ils travaillent nuit et jour. Et donc, Bras fort dit, mais il faut des riches. Que feriez-vous sans riches qui ne deviennent riches que pour répandre leurs bienfaits sur les pauvres? Et évidemment, Brassard démontre que si les riches n'étaient pas là, les pauvres ne s'en porteraient que mieux et pourraient enfin accéder à la terre, aux moyens de production, et donc avoir une existence réellement prospère. Et puis, à propos de l'égalité des chances, qui est toujours actuelle aujourd'hui, donc qui est vraiment le point de vue libéral selon laquelle la révolution de 89 est un aboutissement qui a donné les mêmes droits à tous et donc qui a donné l'égalité. Donc voilà, il y a une anecdote qui revient souvent dans le roman, une référence à une anecdote selon laquelle Napoléon aurait dit à ses soldats « Chacun de vous a dans son sac le bâton de maréchal de France ». Et donc Maxime trouve cette phrase épatante parce qu'on peut toujours l'utiliser.
et en disant que voilà, si on fait croire à chacun que chacun a les mêmes chances, enfin que tous ont les mêmes chances d'arriver aussi haut que tel ou tel exemple, eh bien tout le monde va marcher dans le système, va rester complice du système en espérant toujours arriver à cette première place. Donc, puisque qui s'en croira indigne et qui ne continuera pas d'espérer, donc de soutenir le système en espérant arriver, si ce n'est lui, sinon ses enfants, aux premières places. Donc voilà, très vite résumé, mais c'est extrêmement bien écrit sous la plume d'André Léo, vraiment de manière très très percutante aussi. Donc voilà, André Léo montre à chaque fois quelles sont les ruses du pouvoir et pour vraiment maintenir les inégalités. Donc voilà, un autre aspect que j'ai trouvé vraiment passionnant dans le roman, c'est la façon dont elle montre que le langage est un instrument de pouvoir redoutable, mais aussi un instrument d'émancipation, si on sait décrypter le langage et s'en servir pour nommer les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on veut les faire croire. Donc je termine. Je pense que tout le monde attend la conclusion. Voilà, bon, non, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je pense que pour résumer, en conclusion et en définitive, finalement, peut-être que la question centrale qui est posée par André Léo, c'est comment agir. Elle a conscience, elle le montre dans le roman, de la force énorme qui est déployée par les élites, par les classes dirigeantes, pour que tout reste comme avant, y compris même si tout change. Hein, il y a cette phrase ça me faisait penser beaucoup à cette phrase du roman Le Guépard, là, et du film Le Guépard d'ailleurs, donc qui se passe aussi à peu près à la même période d'ailleurs en Italie, où on a le héros, l'anti-héros aussi, Tancrède, qui dit donc pour que tout reste comme avant, il faut que tout change, hein, mais l'idée c'est de maintenir la hiérarchie et le pouvoir. Donc c'est exactement cette dynamique-là que montre André Léo, et donc elle a conscience de l'impossible, de la difficulté de lutter contre ça, et d'ailleurs en montrant 1830, 48, 32, 38, juin 32, juin 48, elle montre aussi que l'histoire piétine, que l'histoire se répète, que l'histoire tourne en rond du fait de la puissance des défenseurs de l'ordre. Donc, sur quel levier agir pour garder un espoir de changement. Et donc, elle mise sur 3 choses dans le roman. Elle mise sur la connaissance, le savoir critique, qui vont permettre donc de sortir de l'aveuglement général. Elle mise sur l'éthique, sur la morale. Donc, je n'ai pas tellement développé ce thème, mais il est vraiment important aussi dans son livre. Elle montre comment l'idéalisme et l'éthique s'opposent à la morale dominante et à l'idéologie, hein, qui maintient les hiérarchies. Et puis elle mise, 3e chose, sur l'émancipation de l'individu. Et ça explique aussi sa relative empathie, sa volonté de donner une clé de compréhension vis-à-vis de Bras-Fort et de la bourgeoisie. Son but, c'est pas d'appeler vraiment à la confrontation en tant que telle, mais d'essayer de comprendre comment les individus sont modelés, sont formatés, comment ils réfléchissent, comment ils fonctionnent, et comment parfois ils peuvent s'échapper, et comment on peut toujours espérer qu'ils échappent à leur destinée sociale, et fussent-ils du côté des dominants, et voilà, pour garder espoir de changement. Voilà. Merci à vous. Désolée d'avoir été si longue. Je crois que c'est la passion l'emporte. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Sur l'infanticide. Oui. Parce qu'elle a quand même des propos qui sont... dans mes souvenirs, les premiers mouvements néo-malthusiens en France, c'est 1890. Donc elle a quand même un discours où elle a... Je ne connais pas là, ces écrits-là. Est-ce qu'elle a écrit sur l'infanticide? Est-ce qu'elle a écrit par exemple sur l'avortement? Est-ce que ça m'intrigue cette prise de position? Mais vous avez raison, c'est vraiment un moment particulier du roman. À ma connaissance, non, je ne connais pas d'autres textes d'elle, mais je ne connais pas tous ses romans non plus, mais où elle a traité ces sujets, et en tout cas pas non plus à ma connaissance dans des articles. Et en 1869, c'est vraiment un sujet dont on ne parle pas en fait. Mais je suis d'accord avec vous, tout ce sujet sur la grossesse de Baptistine et l'infanticide peut tout à fait se lire aussi. Est-ce qu'on force un peu le trait avec notre regard contemporain? C'est difficile à dire, mais peut se lire aussi comme
une justification de l'avortement dans le cas des grossesses non désirées, évidemment une dénonciation bien sûr du viol, etc. Mais aussi, voilà, il y a cette dimension, oui, je pense, très difficile à faire entendre à l'époque, donc ça passe d'une manière déguisée de toute façon. Mais oui, je pense qu'on peut le lire aussi comme ça. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci. J'avais cru comprendre, en fait, justement, dans ces prises de position sur la commune, qu'elle incitait quand même, elle était quand même très vindicative et voire même, elle incitait. Moi, j'avais lu des choses sur la lutte armée, en fait, contre les Versaillais. Vous parliez justement de sa position socialiste, et en même temps, je sais aussi qu'elle a été très vindicative contre Karl Marx, par exemple. Est-ce que vous pourriez... alors, est-ce qu'elle était vraiment pacifiste ou est-ce que c'était une guerrière? Oui, la question se pose tout à fait parce que ça fait partie des paradoxes et puis de la richesse du personnage. J'essaie de résumer. Donc, politiquement, elle se situe vraiment dans un courant plutôt marginal du socialisme, plutôt influencé par les libertaires, hein, même si elle est aussi critique envers Bakounine. Vraiment, elle est critique envers plein de monde. Et elle tient à de nombreuses reprises, oui, donc une position plutôt non violente, parce que pour elle, la fin ne justifie pas les moyens. Et ça, c'est vraiment une constante qu'on a dans plein d'écrits. Mais au moment de la Commune, vous avez raison, elle est solidaire avant tout. Et elle va à la Commune, elle n'est pas à Paris, elle revient à Paris exprès pour la Commune, tout en disant, elle l'écrit, je ne sais plus la source, dans la province certainement, elle exprime tous ses doutes, elle pense que ça n'a pas de chance de réussir, une révolution à Paris à ce moment-là, dans les conditions actuelles, mais on se bat pour la liberté, pour les prolétaires, donc elle ne peut pas faire autrement que d'y aller. Et effectivement, elle a des articles, des textes, où elle appelle à la lutte armée, elle veut que le peuple puisse avoir des armes, que les femmes aussi puissent se battre. L'urgence, c'est de se battre, et contre les Prussiens d'abord, et puis contre les Versaillais ensuite. Donc à ce moment-là, en fait, je trouve qu'à la fois, elle reste cohérente, parce que voilà, son but, c'est vraiment de combattre pour la liberté, l'égalité, la solidarité avec les opprimés. Donc elle garde cette cohérence et elle s'adapte à la situation qui est tellement dramatique, tellement injuste, tellement violente que oui, à ce moment-là, il faut se battre. Mais c'est plutôt une forme, enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres regards sur la question. Moi, il me semble que c'est plutôt une parenthèse qui est voilà, vraiment dictée par les circonstances, mais qu'elle déplore le recours à la violence en tant que principe, en tout cas. Je ne sais pas si d'autres voient les choses différemment. Ouais. Ça répond à votre question? Ouais. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle le dit. Dans une lettre peut-être qu'il ne faut jamais la violence. Mais quand la patrie est attaquée, il faut la défendre et jusqu'à la mort s'il le faut. Ouais. C'est un ou bien, en même temps. En même temps. Oui, et d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est les circonstances qui font que c'est une parenthèse en fin de compte, parce que la Commune, elle a tourné, maintenant on pourrait dire comme fatalement elle devait le faire vu les rapports de force, mais ça aurait pu être autrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une précision. Enfin, c'est comme plein de choses dans la vie d'André Léo, on est quand même frappé par l'engagement total, intellectuel, physique, cohérent au moment, et donc elle choisit son camp. Elle le fera tout le temps, elle l'aurait fait n'importe quand. Donc c'est pas un moment, voilà, c'est une parenthèse, mais c'est pas un moment d'égarement. Voilà, c'est pas un moment où elle a l'air d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que ça fait beaucoup réfléchir, ça c'est vrai. Parce que, et puis alors, ça fait réfléchir tous ceux qui voudraient que ça change aujourd'hui complètement aussi, parce que on voit quand même ce qui se passe, ce qui s'est passé l'hiver dernier, voilà, etc. Ça soulève plein de questions et qui ne sont pas résolues. Et je trouve que c'est très bien expliqué dans ta conférence. C'est un appel à la réflexion, à l'intelligence du lecteur en permanence. Et elle y met des moyens littéraires, un art consommé par des formules, enfin il y en a 2-3 là, pareil, que tu as choisi au hasard. Hein. Et vraiment, on est appelé à y aller.
Mais je pense, oui, c'est ça. Je suis d'accord avec la notion de parenthèse au terme historique, mais je pense que c'était logique aussi. Voilà. Ça recommencerait, comme elle l'a dit, quoi. Bah, faut y aller. Hein. Il n'y a pas le choix. Enfin, il n'y a pas le choix. Disons, il faut faire ce choix. Mais, pardon. Non. Et d'ailleurs, oui, moi j'ai été aussi absolument troublé par cette phase de ce que fait Battistine au bord de cet étang. Là, alors, c'est vrai qu'on est complètement anachronique quand on lit quelque chose comme ça, parce que bon, mais d'un autre côté, on sait bien qu'historiquement, c'est pas une très grande découverte l'avortement socialisé. Je ne sais pas si le dernier film, le portrait de la jeune fille en feu, il traduit une réalité historique. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui l'a vu, ça. Une scène absolument incroyable d'avortement dans ce film qui se passe au 17e. Bon, donc du coup, oui, c'est pas forcément anachronique. C'était une question absolument de base, sûrement, mais totalement souterraine, secrète et fantasmée autrement. Mais c'est vrai que c'est un moment, ça rend ce roman, moi je trouve, un moment où on s'y attend le moins en plus, parce que c'est assez rapide et brutal. C'est très très fort. Hein. C'est quand même assez anachronique dans le sens où les premiers textes militants, ou en tout cas des Nelly Roussel, Paul Robin, c'est vraiment la fin 19e. Donc on le sait que ça existe, mais les écrits sont vraiment la fin du siècle. Et là, ça vaudrait le coup aussi de faire une recherche, si elle n'a pas déjà été faite, sur la représentation de l'infanticide dans la littérature et de voir s'il y a des précédents. Oui, donc, hormis ce que vous avez indiqué, donc, tous, qui est intéressant, moi j'ai lu Le Père Brafort il y a déjà longtemps. C'était sur les conseils de Roger Picard. Et lorsqu'il était sorti sur Gallica, donc j'avais lu Le Père Brafort directement. Ce qui m'avait impressionné, je ne l'ai pas lu récemment, mais en plus il est différent. Donc ce qui m'avait impressionné, c'était le niveau de détail sur l'attitude physique des personnes, aussi bien de leur vestimentaire que leur attitude physique. Il faisait passer la psychologie des personnes, elle fait passer la psychologie des personnes par l'intermédiaire de leurs attitudes physiques, ce qu'on appellerait le body language, par exemple. Et c'était bien, j'ai souvenir de ça dans ce livre, où il y a un niveau de détail sur les personnes qui montre ce qu'ils sont, en fait, intimement. Voilà. Mais elle a beaucoup de talent pour écrire de façon réaliste et très, oui, avec ce genre de détails concrets, tout à fait, qui fait qu'on se représente très bien la scène et ça fait appel à plein de choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues, etc. Ouais. Moi, c'est pas une question, c'est juste une appréciation. J'ai trouvé votre conférence d'une grande qualité et d'une grande richesse. Merci à vous et je crois qu'on est tous dans le désir de découvrir le roman. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'avais une question, parce que bon, je suis complètement ignorant, c'est pas du tout ma partie, l'histoire. Mais j'étais étonné, moi, qu'en 72, bon, elle n'était plus à Paris, hein, moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'aurait pas été très bienvenu. Et bon, alors, le siècle, il prend ça, il publie, alors, un tel, et alors, c'était fréquent, il y avait beaucoup d'auteurs comme ça qui publiaient, exilés, non seulement, enfin, il est tellement censuré que s'ils venaient dédicacer dans un café parisien, ils finissaient en tôle. Donc, comment ça se passait ça, enfin, parce que ça paraît naturel, surtout en discutant avec Jean-Pierre. Ouais, bon, bah, c'était publié en Russie. Maintenant, elle écrivait à son éditeur. Oui, enfin, il reste une part d'ombre, effectivement, sur les conditions concrètes de sa publication dans le siècle. Ça paraît étonnant que si peu de temps après la Commune, et vu voilà, ce que tu dis, les poursuites encore valables contre divers exilés, etc., que ça puisse paraître. Je pense qu'il y a des complicités au sein du journal. On ne sait pas très bien lesquelles, mais voilà, ou peut-être des vieilles dettes de loyauté qui difficiles à savoir. On manque de sources précises là-dessus.
Il y a, voilà, le siècle a fait elle a fait quelques concessions au siècle plutôt, ou le siècle en a fait aussi avec ses censures. Cette censure de juin 48 qui est intéressante parce que il y a plein de moments du roman qui parlent de la lutte des classes, mais c'est vraiment juin 48 qui est censuré parce que c'est vraiment là où il y a un rappel de la commune le plus parlant. Voilà, avec la lutte intestine entre républicains, entre guillemets, en tout cas au sein même de la République, c'est plus une lutte républicaine contre monarchiste, c'est vraiment au sein des républicains entre riches et pauvres, elle le dit en toutes lettres. Donc ça, c'est des choses qu'on ne veut pas lire ou entendre en 72 et qui sont largement supprimées, pas complètement non plus, finalement, le siècle laisse passer aussi plein de phrases assez tendancieuses. Et rien n'est dit non plus sur la commune, où il y a très très peu de mots. Visiblement, c'est censuré, il y a des petits pointillés aussi. Après, quelle est la part des vrais pointillés, de la vraie censure, ou justement des gages que le siècle veut donner aux autorités en disant oui, on censure, et puis... il y a plein de choses possibles. On ne sait pas trop, mais c'est une bonne question. Ouais. On aimerait bien savoir. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si toi, tu as d'autres hypothèses ou... C'est mystérieux. Ça reste très mystérieux. Elle-même, d'ailleurs, est tout à fait étonnée. Je crois que c'est à son ami le peintre Genevois Auguste Beau qu'elle dit, mais il me semble que c'est à lui qu'elle écrit, ça se termine et ça se termine bien, tout le monde est content, je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, je paraphrase, mais c'est ça. Peut-être aussi que justement l'aspect un peu critique brouille un peu le message pour certains ou permet de le faire passer mieux, je ne sais pas. Ah ouais. Avis aux hypothèses. Je crois qu'Inès en a vraiment marre. Il va être temps de lever le camp. Déjà à la sortie. Bien, merci beaucoup Alice Primy pour cette conférence. Merci et puis une prochaine fois. Il y a les livres qui sont à disposition en vente. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi.